ses romans étant un peu plus jeune. On lui a aussi présenté le scénario d'un film de Bob Moran qui serait tourné à Québec. En 1953, Henri Verne crée Bob Moran, un des personnages belges désormais parmi les plus célèbres au monde avec Maigret et Tintin. Depuis ce premier livre, intitulé La Vallée infernale, il s'est vendu plus de 40 millions d'exemplaires des aventures de Bob Moran, et ce, en 15 langues. Je continue toujours d'écrire. Je fais 3 Bob Moran par an en roman, 2 en bande dessinée, et pour le reste, je m'amuse. Aujourd'hui, le célèbre auteur était reçu par un homme qui fut un de ses fervents admirateurs étant jeune. Pour moi, oui, c'est important. C'est pas quelqu'un parmi d'autres, là. Le père de Bob Moran, c'est pas n'importe qui. C'est pas le père d'un roman passager. En 1994, Cossian, actuel propriétaire des droits d'auteur de Bob Moran, confiait à Paul Hall le mandat du scénario. Ce matin, ce dernier a remis la première version à M. Verne, qui semblait empressé de le lire malgré son horaire chargé. C'est certain que pour un écrivain, voir son œuvre transposée au cinéma, c'est évidemment un aboutissement. C'est presque un cul-de-sac. On ne peut pas faire mieux d'étant un grand amateur de cinéma. Je sais ce que fait le cinéma et ce qu'il ne fait pas, et je suis très à l'aise. Pour sa part, Paul Hall prend de plus en plus d'expérience comme scénariste et sera même conseiller lors du tournage, mais une autre chose lui tient à cœur plus particulièrement. Ça, c'est la bataille de principe que je vais mener. Ça va être de maintenir précisément toutes les scènes d'action qui sont prévues à Québec, de les maintenir jusqu'à la fin dans le scénario. Ça, j'en ai fait une bataille personnelle. Si tout va bien, le tournage du film de Bob Moran devrait débuter à l'été 96 pour une sortie en salle en 1997. Un reportage de Julie Saint-Hilaire. Du livre, elle va y retourner sûrement. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, oui, elle se promène. Oui, vous promenez beaucoup de ce temps-là, oui. Hein? Beaucoup, beaucoup. Rencontre d'auteurs, il y en a toujours beaucoup au Salon du Livre de Québec. Il y en a une qui est très, très particulière et qui sera diffusée demain à Radio Basseville, c'est bien ça? Oui. Doris, je viens d'entendre Doris là-dessus. Un lapsus. Alors, Catherine, ce n'est plus un secret pour personne. Maintenant, c'est un scénariste de Québec, l'écrivain Paul Hall, qui va faire revivre le fameux personnage Bob Moran et sa purée de pois. Ah oui, Bob Moran ou Bob Moran, tout seul. On ne sait pas encore. Je ne peux pas m'avancer beaucoup pour le produit final, mais ce qui est sûr, c'est que le scénario a été remis de façon officielle ce matin à l'Hôtel de Ville de Québec au père de Bob Moran, c'est-à-dire Henri Verne. Ça s'est très bien passé, de façon un petit peu officielle, mais quand même si l'auteur du scénario glisse dans la conversation les noms des acteurs Jean-Claude Van Damme ou encore Keanu Reeves comme Bob Moran potentiel, il est beaucoup trop tôt pour en dire très long sur le produit final. On sait déjà que dans les meilleurs délais, le tournage ne commencera qu'à la fin de l'été 96. Et même si le gros du tournage devrait se dérouler dans la ville californienne de San Francisco, en particulier dans le quartier chinois de San Francisco, le scénariste ne perd pas espoir de voir quelques scènes clés se tourner dans la capitale. J'ai évalué qu'on avait 15% de l'histoire, donc, qui se passe au Québec d'abord, entendons par là le fleuve Saint-Laurent, et Québec directement comme ville, donc le château Frontenac, le Vieux-Québec, les plaines d'Abraham, font partie de l'histoire. Ce qui est aussi à remarquer, c'est que ce n'est pas Québec carte postale seulement. C'est que Québec sert effectivement à positionner l'histoire et sert également de pivot à l'histoire. Voilà, Catherine, merci. Mesdames et messieurs, je ne sais pas combien de générations ont dévoré et dévorent encore les Bob Moran, mais je peux vous dire que ça en est vendu quelque chose comme près de 40 millions d'exemplaires au cours des 40 dernières années. Le père de Bob Moran est avec nous ce soir pour terminer une tournée de promotion au Québec. Il sera, je pense, au Salon du Livre de Québec demain. On va en parler tout à l'heure. Mesdames, messieurs, monsieur Henri Verne. Monsieur Henri Verne. Ça fait plaisir de vous voir, Monsieur Verne. C'est une semaine difficile. Écoutez, dès dimanche dernier, je vous ai vu à la télévision. Je vous ai vu partout à la télévision. Vous faites des interviews, vous n'arrêtez pas. Et ça ne fait que pas commencer, mais j'en ai encore autant à Québec demain, après-demain et surlendemain. Bon, enfin, ne parlons pas de choses tristes. Ouais, mais c'est pas triste, Québec. Attendez de voir les filles de Québec, monsieur. J'allais vous appeler monsieur Morin. Attendez de voir les filles de Québec, monsieur Verne. Allez voir, c'est pas triste. Vous les connaissez bien? Disons que j'ai voyagé un peu à droite et à gauche, pas autant que Bob Moran. Mais quelques adresses. Après, mais écoutez, ça fait quand même 5 points de pays que vous connaissez quand même bien, le Québec. Je me souviens, dans les années 60, ils ont fait des reportages. Vous étiez là à Manicouagan. Il y a des volumes aussi de Bob Moran. C'est la 6e fois ou 5e ou 6e fois que je viens au Québec.
Ouais. On va parler de Bob Moran tout à l'heure avec M. Hall, Paul Hall, que les gens ici connaissent fort bien. D'ailleurs, c'est un excellent choix comme scénariste. Mais j'aimerais qu'on parle de vous, M. Verne. Et ça m'étonne un peu. Je vous côtoie depuis une couple d'heures. Et je suis étonné de voir un grand bonhomme calme, paisible. Et j'insiste sur paisible. Vous qui écrivez passablement de violence. Et vous êtes tout à fait le contraire de ça. Oui, pas un seul gros mot depuis ça me fatigue d'écrire les violences. Mais vous avouez que je dois me faire violence pour écrire de la violence. Mais vous avouez qu'il y en a de la violence dans, oui, bien sûr, évidemment. Les Bob Moran. Mais Bob Moran, lui, il n'est pas un bonhomme violent. Hein. Non, mais enfin, il est obligé quelquefois de l'être. Hein. Ouais. Vous destiniez à tout, sauf écrire des volumes. Non, pas précisément. C'est fin comme question. Non, non. Mais j'ai lu à quelque part. J'ai toujours voulu écrire. Ouais. Comme je ne sais rien faire d'autre, il faut bien que j'écrive. Ah oui, mais vous avez fait autre chose. J'ai lu à quelque part que vous étiez, pas correspondant de guerre, vous étiez... non, j'étais journaliste, oui, mais c'est encore écrire. Hein. Oui, vous étiez aussi tailleur de diamants. J'ai vu ça quelque part. Non. J'ai dû lire une autre biographie. Non, j'étais diamantaire, j'avais. Ah, diamantaire. Et quelle est la différence entre diamantaire et tailleur de diamants? Vous vendiez les diamants? Oui, c'est ça, oui. Le diamantaire les vend, le tailleur les taille. Vous passiez en contrebande. Et les dames les portent. et les maris les achètent. Et vous êtes aussi, je pense, collectionneur d'œuvres d'art. Je suis collectionneur d'œuvres d'art, oui. Et vous collectionnez quoi, si vous permettez? Je collectionne à peu près tout. Les Québécoises demain. Non. Si vous vous rendez jusqu'à demain, parce que je vais vous présenter Pascal Bussière tout à l'heure, je vais vous présenter Thérèse Moncade, et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Vous n'êtes pas sorti du bois, M. Verne. Ça ne sera pas le décalage d'air. Là, vous tentez par tous les moyens de vous détourner de mes questions, mais... non, pas du tout. Mais vous entendez la perche. Je vais vous entendre des perches. J'ai lu à quelque part, et vous avez même raconté qu'à l'âge de 18 ans... 19. Laissez-moi finir ma phrase. Qu'est-ce que vous allez Oui. Tout le monde vous en parle, mais moi, je vais avoir plus de détails. À l'âge de 18 ans et demi, vous tombez amoureux d'une Chinoise de 40 ans. Oh non, on n'avait pas 40 ans. Il faut pas 39. Faut pas la vieillir. Et M. Verne, si gars de 19 ans presque, part et s'en va suivre sa Chinoise jusqu'en Chine. De 30 ans. 35. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous en parlez très peu. Ma vodka. Vous en parlez très peu de ça. Et même, je cherche dans les Bob Moran, un Bob Moran à Canton ou à Shanghai, là où vous êtes allé dans votre jeunesse avec cette jeune fille, et jamais Bob Moran. Ah oui, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était encore libre, ce n'était pas la Chine communiste. Ouais. Alors, Bob Moran, mais là, vous détournez ma question. Parlez-moi de cette époque-là, alors que vous êtes parti avec cette dame une quadragénaire, M. Moran. 30 ans. Racontez-moi cette époque de votre vie. Arrêtez de vous. Arrêtez de vous plus maintenant. Mais c'est-à-dire que j'avais quitté mes parents parce que je me suis jamais entendu avec mes parents. Et alors, je suis arrivé à Anvers. Oui. J'étais assez beau garçon, plutôt beau garçon même. J'en paraissais 25 d'ailleurs à 19. Maintenant j'en parais 20 et j'ai beaucoup plus. Bon, et alors je l'ai rencontré, nous avons filé le parfait amour et je suis parti à Canton. Et ça a duré combien de temps? Et ça a duré 6 mois. Et pourquoi vous esquivez ce genre de questions? Vous n'aimez pas parler de vous, monsieur? Non, ça va? Non, je n'aime pas beaucoup parler de ma vie privée, mais si vous insistez, on va commencer. Oui, mais ça fait quelques mois. Et on va mettre le carré blanc. Hein? Oui, pour les adultes, le carré blanc. Vous avez rencontré un bonhomme fascinant aussi, un bandit, Papillon, fameux Henri Charrière. Lui, je l'ai rencontré au Venezuela. Au Venezuela. Et j'ai fini avec lui ici. Ici? Oui, à Québec. Ah oui? Au Québec. Un peu avant la mort de Papillon, j'ai fait des émissions à Québec avec Papillon et nous logions tous les deux au Ritz. Ouais. Et puis les modes
cancer à la gorge, ce qui est en train de m'arriver pour le moment si je ne prends pas prenez un verre d'eau. Un verre de vodka. J'ai une dernière question à vous poser avant qu'on passe à la publicité. Est-ce que vous écrivez vous-même, après tant d'années encore, chacun des épisodes de Bob Moran, ou si vous avez des nègres, est-ce que vous avez quelqu'un qui on ne dit pas des nègres, on dit des écrivains de couleur. Non, moi je dis bien nègre dans le sens que vous comprenez, monsieur. Oui, bien sûr. Est-ce que vous écrivez noirs? Est-ce que même pas? Est-ce que vous écrivez vous-même? J'écris moi-même, oui. Est-ce que c'est vrai que vous écrivez à la main? Pas d'ordinateur? Non, pas d'ordinateur, j'écris à la main. Nous allons parler de Bob Moran, si vous permettez, et on va passer notre pub, et après la publicité, on va présenter M. Hall, celui que vous avez choisi comme scénariste de ce premier film de Bob Moran, si vous permettez. Publicité, mesdames, messieurs, il ne se sauve pas, et M. Hall s'en vient tout de suite après la pub. On va parler du film, si vous permettez. Vous avez accordé des droits de cinéma, de scénarisation aussi, à une maison québécoise. Il y a des Québécois. Oui, une maison québécoise qui s'appelle la compagnie Quotient. Et vous n'aviez pas confiance aux Européens? Ah, je vous comprends donc. Mais non, mais je pense que Bob Moran a une telle audience au Québec que c'est tout à fait normal que ce soit le Québec qui l'ait demandé. Ah, mais c'est un bel hommage que vous rendez aux scénaristes qu'on vous présente d'ailleurs. Monsieur Paul Hall, mesdames et messieurs, monsieur Paul Hall. Il n'est pas facile à interviewer, votre auteur préféré. Ben voilà, il faut connaître Henri Verne. Et voilà, quand on fait pas attention, on tombe dans le piège. Est-ce qu'il est cachotier comme ça, avec vous aussi? Oh, mais non. Hein? Oh, mais non. C'est un beau défi que vous avez là, monsieur Hall. C'est un défi absolument sensationnel, c'est un coup de cœur. Il y a des défis de cinéma qui sont le métier, la business, la job, comme on dit. Mais ça, c'est un coup de cœur, parce qu'il y a un passé. Bob Moran et moi, on a un passé. Et j'écoutais la musique tout à l'heure, Jean-Pierre, si vous permettez, le thème musical, mais il y a tout ce qui est plus approprié, parce que tout de suite, c'est le quai Voltaire, c'est la scène et les bouquinistes. Alors, je trouvais ça très approprié et très bien d'avoir mis ça là. Et vous m'avez même apporté un Bob Moran de votre série personnelle. C'est un des plus... lui, là, il est plus jeune, mais ce qu'il y a de particulier, celui-là, c'est que, en page couverture, il y a cette ravissante Miss Ilang Ilang, qui est une des redoutables adversaires de Bob Moran. Mais d'ailleurs, un petit peu influencé par la chinoise. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais c'est une obsession. Mais écoutez, je ne suis pas un grand spécialiste de Bob Moran, mais je sais que Ilang Ilang a été rencontré dans une ruelle de Montréal. Et Montréal n'a rien à voir avec le Chinatown de Shanghai ou de Hong Kong. Mais vous faites beaucoup de rencontres, il me semble. Oui, mais je suis bien placé pour en faire aussi. Si nous laissions la parole à notre ami ici, le scénariste. J'aimerais savoir comment vous allez choisir vos stars. Bon, d'abord, qui va faire Bob Moran? Qui va faire Miss Sophia Paramount? Si jamais Miss Sophia Paramount est là, ça c'est une journaliste quand même, Miss Sophia Paramount. Oui, mais il faut qu'elle soit là, elle va être là. On ne sait pas. Mais ce que je peux dire, Jean-Pierre, comment choisir les stars, ça ce sera évidemment le boulot d'abord du producteur. Non, le scénariste, lui, fait l'histoire. Il crée le truc. Évidemment, il y a de la matière. Il y a de la matière. On l'a dit tout à l'heure, il y a 170 romans, il y a 42 ans d'écriture et de création qui a évolué à travers les situations, la situation sociopolitique d'abord, et ensuite l'époque elle-même, l'époque sociale, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, parce que Moran a vécu sur les 5 continents et tout ça. Alors tout ça, il a fallu digérer tout ça, il a fallu, moi, que je relise l'œuvre presque. Enfin, je ne dirais pas que je l'ai relu en entier, mais j'ai relu 80 aventures de Bob Moran en quelque chose comme 4 mois. Et Henri sait très bien, je le lui ai dit, je lui ai avoué que j'en ai fait une indigestion. Tu comprends? Il a fallu que je me détache totalement pendant 1 mois. Et pendant ce mois de nettoyage et de cure, en fait, de Moran, tranquillement sont apparus les éléments du scénario. D'ailleurs, le travail que vous demandez à M. Hall, c'est d'écrire une histoire pour le film. Je ne demande rien, c'est ça qui est la liberté de le faire, je ne lui demande rien.
Oh, mais surveillez-le, monsieur. Oui. Surveillez-le un tout petit peu. Mais vous écrivez l'histoire. Mais pourquoi c'est pas l'auteur qui écrit l'histoire? C'est le travail de l'auteur. Moi, je trouve... Il se défile encore. Non, absolument pas. Je trouve ça très sage, d'abord, que généralement, moi, personnellement, je ne crois pas, d'ailleurs, qu'un romancier soit la personne qui scénarise son œuvre. Ça arrive exceptionnellement, mais il est la personne peut-être la moins bien placée pour le faire. Ça, je crois que c'est très bien de céder à une autre personne qui est dans le domaine, bien sûr, de la création et de l'écriture ou de la scénarisation, de faire ça. D'abord, le regard, il est beaucoup plus détaché. Ouais. Il y a une certaine objectivité, une distance de l'œuvre qui est importante, et je crois que ça offre de meilleures garanties à ce moment-là. Et c'est également, je pense, bien pour un auteur de savoir que l'œuvre évolue et qu'on reprend tranquillement les éléments avec une vision un peu différente. Et qu'on le trahit un peu. Et qu'on le trahit un petit peu. C'est dans la norme des choses. Oh, mais Henri, on appelle ça prendre des libertés, c'est pas de la trahison. La fidélité suppose la trahison. Non. Regardons ça. Ouais. Et on appelle ça de l'expérience. Et de toute façon, sachant ce qui est déjà écrit, Jean-Pierre, puisque bon, je pense qu'on peut le dire, la première, le premier truc est fait, le scénario est terminé, ce qu'on appelle la première mouture est terminée, donc il n'y a pas eu de trahison vraiment. Il y a eu une actualisation du personnage, cependant. Je reviens à ma question. Je vais avoir des noms. Celui de Rock Voisine a été lancé à droite et à gauche. Ah, vous parlez de ce qu'on appelle du casting. Ouais, le casting, qui va faire quoi? Ouais. Le nom j'ai vu à ma grande surprise dans quelque part qu'on a nommé Rock Voisine. Ouais. J'ai lu aussi qu'on a nommé Jean-Claude Van Damme. Ouais. Que plusieurs personnes connaissent sûrement. Mettons, quelques millions de personnes le connaissent, celui-là, qui est un concitoyen d'ailleurs de M. Verne et qui a d'ailleurs avoué que Bob Moran avait été un de ses héros de jeunesse. Mais il y a d'autres personnes aussi. Il y a Keanu Reeves qui a une bonne ressemblance avec ce qu'on a montré de Moran un peu. Oui, mais est-ce que... Bon, j'ai une photo là, enfin, on le voit aussi à l'écran. C'est un dessin, oui. C'est ça. Excusez-moi, une photo. Oui, mais enfin, on a... Mais vous le voyez comment? Est-ce qu'il va être comme ça, le dinosaure? Moran doit être cependant tel que Henri nous l'a toujours présenté. Il doit être un personnage athlétique, ce ne doit pas être un type culturiste, donc un gabarit impressionnant. C'est un type athlétique, c'est un type assez mince, qui fait certainement 6 pieds, enfin parlons d'un mètre 82 facilement. Qui a des traits énergiques et qui a les yeux gris d'acier. Ça, je pense qu'il faut le respecter. Parlez-moi du tournage, les lieux de tournage, c'est vous qui choisissez ça. Bon, les lieux de tournage et puis le budget qu'on vous accorde, monsieur. On sait d'abord qu'on ne pourrait pas présenter un film sur Bob Moran qui soit quelque chose de statique ou qui se déroule au même endroit. Ouais. Par définition, Bob Moran, c'est le mouvement lui-même. Alors, il faut donc parcourir un peu de territoire. Alors, on peut, je pense, dire que l'Afrique sera là, dans le décor. Paris, c'est incontournable. Il faut certainement que le quai Voltaire y soit. Londres y sera. Est-ce que le scénariste voyage aussi? Le scénariste a déjà voyagé. C'est ça qui est heureux. Donc, c'est une économie pour le producteur. Le scénariste a tout vu ces endroits. Le Québec y sera. Et les États-Unis y seront parce que je pense que là, le défi du marché américain étant ce qu'il est, on ne pourrait pas ne pas être aux États-Unis. Et vous le tournez en anglais? Il est écrit en anglais, il est tourné en anglais. Il est écrit en anglais? Oui, il est écrit en anglais parce que la cible est définitivement et avant tout le marché américain, en étant conscient quand même qu'il y a 40 millions de lecteurs ailleurs dans le monde qui attendent, je pense, avec une certaine impatience de voir ce que donnera ce personnage à l'écran dans les années 90. Monsieur Verne, ne croyez-vous pas que le marché américain est un peu fermé aux choses qui viennent de l'extérieur? Est-ce que ça vous gêne pas? Est-ce que ça vous inquiète pas un peu? Oui, c'est inquiétant, le marché est fermé, mais bon, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont pénétré, par exemple. Voyons, Schwarzenegger n'est pas américain, Jean-Claude Van Damme n'est pas américain, dans le temps, Maurice Chevalier n'était pas américain. Il y a eu beaucoup de... Céline Dion n'est pas américaine. Il y a beaucoup... Elle est en train de devenir... Il y a beaucoup d'Européens qui ont travaillé aux États-Unis. D'ailleurs, beaucoup de... Ça vous inquiète pas? Beaucoup de metteurs en scène ont travaillé aux États-Unis. Presque tous les metteurs en scène américains, les grands metteurs en scène américains n'étaient pas américains. Alors pourquoi ne pas y aller? Moi, je suis pas inquiet parce que ce que je sais maintenant de l'histoire, puisque bon, elle est écrite en bonne partie, cette histoire correspond très bien à ce que j'appelle aux attentes d'un public américain qui, disons-le au départ, sont chauvins, je pense qu'il ne faut pas s'en cacher, mais auquel on réserve une surprise. Budget de film, monsieur? Je pense qu'on ne peut pas parler. On ne peut pas parler en bas. Non, Jean-Pierre, j'allais vous répondre. On ne peut pas parler d'un budget qui soit inférieur au départ à entre 15 à 20 millions.
théâtre, c'est ça. Je souhaite bon succès, monsieur Hall. Merci. Il faudrait qu'on parle de vous un de ces jours aussi, parce qu'il écrit de bien belles choses. J'ai beaucoup de temps devant moi, on pourra faire ça un jour. Quand le travail sera terminé, on pourra parler de l'individu. Je souhaite bon séjour au Québec et aussi à Québec, à compter demain pour le salon du livre. Merci beaucoup, monsieur Verne. Bonne santé. Merci. Et merci d'avoir veillé si tard. Oui, merci infiniment. Et j'attends les adresses dans les coulisses. Publicité, mesdames et messieurs. À tout de suite avec Pascal Bouvière. Salut, ici Nancy Ferrand. Bienvenue au Petit Journal en ce dimanche 11 juin 1995. Connaissez-vous Bob Moran? Sinon, parlez-en à vos parents, je suis certaine que ça va leur rappeler d'excellents souvenirs. Bob Moran est un héros de roman jeunesse depuis près de 40 ans et son créateur, Henri Verne, continue encore aujourd'hui à inventer des aventures pour ce personnage. Julie Drolet a rencontré un admirateur de Bob Moran qui connaît tout sur la vie de ce héros, mais elle a aussi eu la chance de rencontrer le père de Bob Moran. Bonjour les amis, c'est Bob Moran qui vous parle. Je vous emmène à l'aventure. Bob Moran, c'est un Français qui a 33 ans, qui vit à Paris. C'est un reporter qui se promène partout dans le monde. C'est le chevalier des temps modernes. Puis il est accompagné la plupart du temps de son ami écossais Bill Ballantine. C'est un géant roux. Puis c'est un peu comme le Obélix pour Astérix. Professeur Clérambard. Oh, du diable, si je m'attendais à vous rencontrer ici. Je vous croyais en Océanie en train d'étudier des vieilles pierres du continent mu. Bob Moran, il a vécu toutes ses aventures partout dans le monde, dans le temps et puis dans l'espace. Puis même dans des mondes parallèles. Avec la science-fiction, le fantastique, tout ça, j'ai pu beaucoup me diversifier et laisser libre cours à mon imagination. Vous êtes attiré par le mystère, comme les chats par la Valéria. Ah, bien sûr. Le premier Bob Moran de tout, qui est écrit le 16 décembre 1953, c'est La Vallée infernale. Moi, le premier que j'ai lu, c'était la deuxième série des Marabouts. C'était Le Tour de Cristal, le numéro 102, la 102e histoire. Il y a quelques histoires de Bob Moran qui se passent au Québec. Oui, la plus célèbre, c'est probablement Terreur à Manicouagan, parce que M. Verne est venu au Québec spécialement pour le lancement de cette BD-là. Je sais, Bob, combien l'existence de ce continent vous arrangerait. Une de mes pièces favorites, c'est les disques. Ils sont vraiment très rares. C'était fait dans les anneaux sur votre qui raconte les premières histoires de Bob Moran. Mais l'auteur de Bob Moran, Henri Verne, a aussi ses préférences. C'est celui que je viens de terminer. Chaque fois que je termine un livre, c'est mon favori parce que je viens de le finir. Le dernier, c'est L'Anneau de Salomon. Ça se passe en Israël. Henri Verne est avant-gardiste à sa façon. Il a plusieurs longueurs d'avance sur certains thèmes très populaires. L'histoire de Jurassic Park, le principe, je l'ai écrit il y a déjà de cela près de 30 ans, avec les géants d'Ataïga, ou avec des germes de mammouth, on refait des mammouths, un peu comme dans Jurassic Park. Toutes les collections, maman 3 ou 4 en nickel, hein? Oui. Jean-Hugues a réalisé le rêve de rencontrer l'auteur favori de son enfance. Vous pourrez aussi découvrir son héros, puisqu'il existe un projet de dessin animé et de film mettant en vedette Bob Moran. Vous cherchez Millions de lecteurs qui, depuis 1953, se sont à un moment ou un autre pris à rêver d'aventure en compagnie du légendaire Bob Moran. Héros à la jeunesse éternelle, un peu comme Tintin, reporter, détrousseur de tort, libre de toute attache, prêt à partir au moindre coup de fil de son fidèle compagnon Bill Ballantine. Bref, Moran a incarné cette vie que nous aurions peut-être aimé avoir. Personnage moderne, Bob Moran a aussi su prendre les virages de chaque époque, ce qui explique que sans doute que 42 ans après sa première aventure dans la Vallée infernale, son créateur Henri Verne nous offre encore chaque année 3 nouveaux romans. Monsieur Verne débarque tout juste de l'avion et a eu la grande gentillesse de faire un détour par nos studios. Monsieur Verne, bonsoir. Bonsoir. C'est un grand honneur que de vous avoir avec nous. 3 romans par année, encore, ça donne une sacrée discipline, ça. Oui, bien, c'est pas tellement une discipline, c'est surtout beaucoup de courage, parce que comme je suis très paresseux,
Et comme tous les paresseux travaillent beaucoup, c'est bien connu, je suis contraint à travailler beaucoup. Mais il y a une époque où j'en faisais 6 par an. Parce que paresseux, vous avez choisi d'en faire 6 par an au début? Oui. Maintenant, je voudrais bien encore en faire 6, mais comme j'en ai écrit beaucoup, les autres paraissent, tout ça, ça m'évite d'en faire trop de nouveaux. Mais quand même, 3 par année, il n'y a pas des risques de panne d'inspiration des fois? Il y a des risques de panne de courage, surtout. On a envie de faire autre chose. Hein. Mais bon, il faut faire son métier et faire le mieux possible. Hein. Vous le dites avec un léger soupir, comme si, à un moment donné, vous aviez raté peut-être une sortie sur l'autoroute. Passer à autre chose, à un autre personnage, peut-être. Non, je ne crois pas. Je n'ai pas envie. Et puis le personnage marche bien. Il ne vieillit pas, lui. Et je n'ai pas de raison de l'arrêter, de le faire vieillir. Parce que si je l'arrêtais, je m'arrêterais aussi. 33 ans, le personnage. Lui, il a 33 ans. Et ça n'a pas bougé, ça. Mais il a 33 ans depuis 43 ans. C'est la jeunesse éternelle, donc. C'est la jeunesse éternelle. À l'origine, ce personnage, lorsque vous le créez en 1953, il vous ressemble un peu aussi. Il y a une certaine parenté entre le créateur et le personnage. Parce que très tôt, l'aventure, vous y avez goûté. Oui, mais n'oubliez pas que quand j'ai créé Bob Moran, quand il avait 33 ans, j'avais à peu près 33 ans, moi aussi. Et d'ailleurs, il est né, je pense, le même jour que vous, Bob Moran. Non, pas le même jour, mais moi je suis né un 16 octobre et lui est né un 16 décembre. Un 16 décembre. Oui. Un petit décalage de quelques mois. Un petit décalage de quelques mois. Oui. Donc à l'origine, ce personnage, je le disais, il vous ressemble beaucoup. Mais dans son contexte, dans sa vie, je le fais naître un 16 octobre. Mais en tant que personnage de roman, sa première parution, c'était le 16 décembre 53. Bon, je disais qu'il est traversé par l'aventure un peu comme vous l'avez été très jeune, parce que vous avez fait le pari de tout plaquer à 18 ans, je pense. À 19 ans. 19 ans, on a des problèmes d'année ou de date ici. C'était pas un pari, disons que c'était une erreur très agréable, que je ne regrette pas. Il ne faut jamais regretter ces erreurs, d'ailleurs. Erreur très agréable, vous voulez qualifier pourquoi ce très agréable? Oh, très agréable, parce que quand on se souvient des erreurs qu'on a commises, elles sont toujours agréables. Vous pourriez peut-être nous expliquer ce qui s'est passé, parce que vous avez pris la route, enfin, je devrais dire sur bateau, mais pour la Chine. Oui, mais il y avait une gentille dame qui était déjà... J'ai toujours été très, très précoce, comme Bob Moran d'ailleurs. Mais ça, ce sont des péchés de jeunesse. Nous ne sommes pas ici pour parler de mes péchés. Il y en aurait trop. Mais donc, vous êtes parti pour la Chine, découvrir ce pays, évidemment, à grande saveur mythique à cette époque-là. Oui, mais il ne faut pas oublier que quand on a 19 ans, on n'apprécie pas les choses comme on les apprécie plus tard. On les voit très en surface. Si c'était maintenant, si je pouvais faire la même chose maintenant, ce serait très possible. D'ailleurs, je verrais les choses très différemment, plus en profondeur, sans vilain jeu de mots. Et c'est la Chine des concessions, c'est une Chine qui sent très fort, c'est une Chine que vous porterez un peu dans vos romans, parce que Hong Kong, Macao, c'est des destinations que Bob Moran fréquente régulièrement. Oui, la Chine, c'est un pays charmant, mais c'est un pays très mystérieux aussi, qui le demeure. C'est peut-être une légende, je n'en sais rien, mais je crois qu'il faut garder les légendes, parce qu'il n'y aurait rien sans légende. Il n'y aurait surtout pas de Bob Moran sans légende. C'est ce qui explique peut-être le succès de Bob Moran, parce que vous avez su justement, dans ces légendes, aller puiser des choses qui tétillent l'imagination de tout le monde. Oui, justement, Bob Moran, c'est un petit peu, chacun peut un peu se projeter dans les aventures de Bob Moran, il revit ses rêves. Parce que je crois que finalement, ce qui est important pour un romancier, c'est faire rêver, même si les rêves ne sont pas tout à fait conformes à la réalité, mais le rêve n'est jamais conforme à la réalité. Heureusement d'ailleurs. Vous avez déjà envié la vie de Bob Moran? Bien sûr, avoir tellement 33 ans, être grand, bien balancé, ne pas perdre ses cheveux. Tout le monde voudrait être Bob Moran. Vous pas? Pas mal, certainement. L'appartement sur le quai Voltaire. Oui, c'est bien, hein, c'est bien. Allez vous offrir un appartement sur le quai Voltaire maintenant. Aujourd'hui, c'est plus difficile. C'est plus difficile, oui. Certainement plus facile à l'époque où Bob Moran s'y installait. Oui, surtout qu'il lui appartenait en plus, cet appartement, en principe. Tout au moins, c'est ce qu'il m'a dit. Vous avez de bons contacts avec lui? Oui, très très bon. Toujours sympathique. Oui. Il m'ennuie souvent, mais j'ai quand même des bons contacts. Parce qu'il se fait ringard? Pourquoi il vous ennuie? Oh, il m'ennuie parce qu'il prend une grande part de mon existence, tout simplement. Et comme je suis très très indépendant, il est toujours là en train de me talonner,
Bob Moran, c'est aussi l'histoire, si je ne m'abuse, d'un personnage qui a bien évolué. Parce que, par exemple, au fil des rééditions, vous avez même des fois changé un peu la légende de Bob Moran, vous l'avez adapté au goût du jour, son curriculum a évolué. Donc, c'est un personnage qui a toujours été très contemporain de son époque. Oui, mais il ne faut pas oublier non plus que si lui a évolué en 40 ans, moi aussi j'ai évolué, ce qui m'a permis de le faire évoluer. Je n'écris plus de la même façon que j'écrivais il y a 40 ans. Je ne pense plus de la même façon que je pensais il y a 40 ans. Je pense toujours aussi mal, mais pas de la même façon. Et les choses ne sont pas non plus. On me disait dernièrement comment ça se fait depuis tout un temps qu'il ne fait plus d'aventures maritimes de Bob Moran. À partir du 20e numéro, 25e numéro, il n'y a plus d'aventures maritimes de Bob Moran. Beaucoup de gens regrettent ça, mais j'y tout simplement parce qu'on ne voyageait plus en bateau à cette époque. On a cessé de voyager en bateau. Je ne pouvais pas faire venir Bob Moran à Montréal en paquebot, c'est pas possible. D'ailleurs, je ne serai pas là maintenant. Ça serait un peu plus long. Oui, ce sera un peu plus long. Mais justement, est-ce que l'époque, peut-être que c'est une vision très mythique de l'aventure, mais est-ce que l'époque n'est pas aujourd'hui moins propice? Je crois, oui. L'exotisme s'étiole. Il n'y a plus rien de tellement exotique qui n'a pas été découvert. Oh, mais vous savez, j'étais c'était 2 ou 3 ans, j'ai vécu quelques semaines sur le Maroni, en Guyane. Croyez-moi, c'est encore l'aventure. Hein. Évidemment, les Indiens ne tirent plus de flèches, ils ne vous raidissent plus la tête, mais c'est encore l'aventure. Alors, vous faites encore beaucoup de voyages? Oui. C'est essentiel pour que l'aventure de Bob Moran se continue, que pour vous de rouler votre bosse? Mais je ne sais pas, comme je suis très pantouflard, voyager, ça me permet de sortir de mon train-train quotidien. Et pour le Québec, c'est certainement pas un premier voyage, parce que en préparant cette entrevue, je voyais que vous avez déjà, à une époque, connu un succès colossal ici. Ben, je crois, je ne sais pas le compter exactement, je crois que c'est mon 5e ou 6e voyage au Québec. Et vous étiez venu pour faire des recherches pour Terreur à la Manicouagan. Le premier, j'étais allé alors que Manic 5 était en construction, donc ça devait être au début des années 60. Ça nourrit une des aventures de Bob Moran. Ça nourrit une des aventures de Bob Moran qui est parue quelques mois plus tard et que je suis venu dédicacer à Québec 1 an plus tard, au Québec, disons, et à Montréal. Et c'était Terreur à la Manicouagan, qui vient d'ailleurs de reparaître. À cette époque, vous aviez connu un très grand succès, et ce qui est remarquable, c'est qu'aujourd'hui, Bob Moran vit encore très bien. Il y a même une espèce de renaissance du personnage de Bob Moran. Il y a eu, peut-être pendant les années 80, une disparition temporaire. Vous avez arrêté d'écrire, je pense? Non, je n'ai jamais arrêté d'écrire. On a raconté ça, que j'avais arrêté d'écrire. J'ai écrit moins, mais il y avait toujours les bandes dessinées qui sortaient. Peut-être qu'il y a eu un petit creux. Ben, vous savez, c'est un peu l'histoire du sportif qui arrête et qui reprend. Hein. Alors, vous êtes parti de plus belle. Touchons du bois. Monsieur Verne, merci d'être venu toucher du bois chez nous. C'était très gentil. Merci. Vente de notre invité, surtout si vous êtes un gars, mais en fait, je dois dire que comme beaucoup d'autres filles, j'ai beaucoup lu aussi les aventures palpitantes de Bob Moran aux prises avec l'ombre jaune ou Miss Ylang Ylang. Alors, ça me fait plaisir de recevoir le père de Bob Moran. Bonjour. Henri Verne. Henri Verne. Alors, écoutez, vous avez maintenant, 77 ans à peu près? Ou à peu près. À peu près. Et votre fils continue d'en avoir 33, comme en 53. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire distancer à un moment donné par ce jeune héros, toujours d'aplomb? C'est moi qui le distance plutôt. Oui. Oui. Mais il continue d'être là. Il n'a pas changé quand même tellement depuis le début. Il y a 42 ans, j'écris ses aventures. S'il a quand même changé parce que le monde a changé, moi j'ai changé, je ne pense plus la même chose qu'avant, je n'écris plus de la même façon, tous les environnements ont changé, ce qui fait que Bob Moran finalement a un peu évolué en 43 ans. Et c'est toujours un héros sans peur et sans reproche. C'est toujours un héros sans peur et sans reproche, défenseur de la veuve et de l'orphelin. Joli, si possible. Autant que possible. Mais j'ai lu quelque part qu'à un moment donné, après un certain temps, vous étiez un peu tanné, comme on dit ici, de le faire sauver de jolies filles dans la jungle, et que là, vous avez vraiment
ouvert ses portes vers la science-fiction. On a dans ces albums-là des exemples de science-fiction, de toutes sortes d'aventures vraiment c'est-à-dire modernes. que si j'avais continué à faire des aventures classiques, je me serais très très vite répété. Avec la science-fiction, le fantastique, je me suis ouvert de nouveaux horizons et je me suis donné un potentiel beaucoup plus grand d'imagination et j'ai pu là, évidemment, rêver, sortir de la réalité. Et quand on sort de la réalité, évidemment, c'est à l'infini. Oui, vraiment. Mais il y a toujours des jolies filles à sauver. Quelque part. Et même l'ombre jaune qui est toujours là, hein, qui revient. Oui, mais lui, l'ennemi traditionnel de Bob Moran. Lui s'est aussi baladé à travers, je crois, 35 aventures ou 36 aventures. Il a commencé aussi très sagement sur notre bonne vieille terre, hein, et puis s'est baladé dans le temps, dans l'espace. Il a aussi pris des ailes. Et maintenant, il y a un gros problème parce que je ne réussis plus à le tuer. Vous êtes dépassé par le succès. Je suis dépassé par les événements. Revenons un peu sur votre propre, je dirais, démarche de Bourlinguer. Je disais que vous-même, jeune, vous avez comme pris la poudre d'escampette. J'ai pris la en Chine à 19 ans. C'est vrai, ça, ou c'est-à-dire à 19 ans, vous savez, à 19 ans, on est déjà un homme. Hein? Il faut penser que maintenant, à 18 ans, on est majeur. Hein? Oui, sauf qu'on voit beaucoup de jeunes hommes de 30 ans qui habitent encore chez leurs parents. Mais oui, mais il y a des gens qui ne vieillissent jamais, heureusement, d'ailleurs, pour eux. Hein. Non, mais alors à 19 ans, donc je suis parti, j'en ai pas resté 25. Maintenant, j'en ai beaucoup plus et j'en parais 20. Mais vous avez vraiment eu ce passé de Bourlinguer, l'Asie... Écoutez, Bourlinguer, on exagère un peu avec le mot. Disons que j'ai beaucoup voyagé. Ça, c'est vraiment le terme exact. Il faut pas penser agent secret pendant la guerre? Pas agent secret, disons... on dit vite, on commence par dire faire de l'espionnage, faire du renseignement, et puis on devient un secret, et finalement on est assimilé à la CIA. Il ne faut pas exagérer non plus. Non. Mais quand même, quand on choisit comme pseudonyme, parce que c'est pas votre vrai nom, Henri Verne, c'est qu'on n'a pas peur de se construire une légende non plus. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Jules? Non, ça n'a rien à voir avec Jules. En réalité, mon nom de guerre, c'est Vernès, avec un accent grave sur le second « et ». Mais seulement, comme on ne met jamais d'accent sur les majuscules, on a écrit Verne, et tout le monde a pris le pli. Et alors, il y a un certain Jules qui m'a imité. Ah oui, c'est ça. Comme un certain Spielberg vous a imité. Hein? Et oui, on a dit que c'était moi qui avais imité Spielberg, et pourtant, c'est pas vrai. Parce que avec les aventures d'Indiana Jones, le temple des crocodiles, on m'a accusé d'avoir fait du sous-Spielberg. En réalité, le temple des crocodiles, qui est paru après Spielberg en bande dessinée, avait été écrit en roman à l'époque où Spielberg avait encore des culottes courtes. Donc, c'est Spielberg qui m'a imité. Écoutez, votre méthode de travail, vous avez donc commencé à écrire tout ça, vous aviez 35 ans à peu près. Est-ce que c'est surtout l'imagination ou vous êtes un écrivain qui se documente aussi? Parce que je disais que vous étiez venu au Québec là, pour écrire Terreur à la Manicouagan. Il y a une part de documentation, il y a une part d'imagination. C'est-à-dire, je me documente pour faire un petit peu, pour avoir le décor, pour avoir la petite touche de vérité. Et alors après je rêve, hein, je fais rêver le lecteur, c'est ce qui compte finalement. Et alors il y a évidemment les choses qui se passent dans le temps ou qui se passent dans l'espace, et qui se passent dans des mondes impossibles, où là il n'y a pas de documentation, la seule documentation c'est l'imagination. Et là la bande dessinée, assez vite finalement vous avez été transposé, toutes ces aventures de Bob Moran l'ont été en bande dessinée en 59. C'est-à-dire, oui, 5-6 ans plus tard. Hein. Est-ce que c'est ce qui a fait que votre public s'est si largement étendu? Êtes-vous allé chercher des jeunes plus jeunes avec la bande dessinée, par exemple? Mais pas de jeunes plus jeunes. Ne croyez pas que les lecteurs de bande dessinée sont des jeunes. Hein. Les lecteurs de bande dessinée sont peut-être des adultes. Les jeunes lisent peut-être des bandes dessinées, mais les adultes, autant les grands collectionneurs, tout ça, on le voit bien en séance des dédicaces, ce sont toujours des adultes qui viennent signer pour les bandes dessinées. Mais c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un grand magazine pour dames qui s'appelait et qui s'appelle toujours Femmes d'aujourd'hui. Comme Bob Moran avait beaucoup de succès en roman, on m'a demandé, je suppose, on m'a demandé c'est ironique un peu qu'un magazine féminin vous a demandé. Mais ce magazine féminin avait une page pour les enfants, pour les jeunes. Alors on m'a demandé de faire des bandes dessinées, et comme finalement ça commençait à devenir à la mode, je me suis dit pourquoi pas, et j'ai commencé par faire des découpages, et maintenant j'en fais un petit peu
en pensant. Vous continuez d'en produire, donc Je tous les ans, continue à en produire 2 par an environ, 3 romans. Et là, c'est pour le plaisir, c'est plus pour la gloire ou la fortune. Mais non, c'est un métier, c'est un métier. Je fais mon métier comme n'importe qui le fait. Et comme je n'ai pas envie de m'arrêter, je le ferai le plus tard possible. Alors, il ne mourra jamais, Bob Moran, contrairement à Tintin? Non, certainement pas. On le fera peut-être mourir, moi j'en sais rien. Mais si on veut refaire Bob Moran après ma mort ou quand je m'arrêterai, eh bien la porte est ouverte. Hein. Oui. Je sais que vous avez rencontré Paul Hall, qui est un écrivain québécois et qui va peut-être scénariser les films qu'on va tirer. Oui, qui est en train d'ailleurs de faire le scénario. Oui. Et on va d'ailleurs se rencontrer d'une façon très suivie à la Foire du Livre du Québec, à partir de demain. Et il a... Ça vous inquiète un peu ou vous êtes tout à fait confiant, là, la transposition au cinéma? Non, je suis très relax. On va en faire ce qu'on peut en faire. Oui. Vous sentez-vous un peu détaché du personnage après toutes ces années? Il a une vie à lui, il a ses tics, oui, il a une vie à lui. Ou c'est encore oui, j'ai ma vie à moi, comme et lui la sienne. Il a son passé, moi j'ai mon passé, la Chine, l'Amérique du Sud. On a chacun sa vie séparée. On se retrouve de temps en temps quand je prends ma plume et que j'écris ces aventures. Parce que vous, l'ordinateur, non. Il y a des limites à la modernité. C'est fini. Alors, les voies du futur, les nouvelles technologies, vous n'avez pas vraiment... Non, je préfère inventer des technologies qui n'existent pas encore. Oui. Eh bien, on va continuer de vous lire, afin de suivre ce parcours. Merci beaucoup, M. Verne. Merci. Au revoir. Pour nous parler de son héros, Bob Moran, et de sa vie, M. Henri Verne, avec nous ce soir. Je vais bien. Oui, vous avez l'air en forme. Je le suis. Oui, c'est parfait, ça. Vous nous avez donné une première aventure avec Bob Moran en 1953. Qu'est-ce qui fait, selon vous, M. Verne, que ça reste toujours actuel, que tout le monde est intéressé par ce personnage? Je crois que ce sont des aventures qui sont toujours, non pas réelles, mais qui sont toujours au goût de tout le monde. Et j'essaie plus ou moins d'actualiser les aventures. Et le reste, c'est le hasard et ça dépend un peu du goût du public, du lecteur. Mais c'est intéressant de mentionner aussi qu'ils sont traduits quand même dans une quinzaine de langues. Puis les cultures sont très différentes quand même quand on pense à la langue vietnamienne, le français, l'anglais. Comment est-ce que ça fonctionne dans toutes ces langues-là? Est-ce que vous avez déjà pensé à ce concept-là? Parce que c'est intéressant, ça. Les cultures sont tellement différentes. Oui, les cultures sont différentes, mais les sentiments sont les mêmes partout. Oui. Est-ce que vous restez émerveillé par ce personnage vous-même? Je ne sais pas si je reste émerveillé, mais je pense qu'il occupe une grande part de ma vie. Il a occupé une grande part de ma vie, puisque je l'écris quand même depuis 43 ans. Oui. Et alors, ce qui m'émerveille surtout, c'est qu'il continue à m'émerveiller. Vous avez une vie très intéressante, vous avez beaucoup voyagé, vous avez rencontré toutes sortes de monde à travers cette merveilleuse planète. Et je me suis dit, ça serait formidable d'avoir un livre sur M. Verne, sur votre propre vie, etc. Ça vous tente pas? Ça vous dit quoi, ce genre de suggestion? Que j'écrive un livre sur moi? Non, je ne crois pas. Peut-être, pour garnir mes dernières années, pour me souvenir de ma vie, mais je pense qu'on écrira peut-être un livre sur moi dans 500 ans. Dans 500 ans. Pas, hein? Qui vous emballe comme personnage que quelqu'un d'autre a inventé, M. Verne? Est-ce qu'il y a un autre personnage que vous avez découvert dans la lecture? Vous êtes dit, quel personnage extraordinaire? Oh, il y a beaucoup de personnages qui m'ont influencé. Je pense, et que j'ai aimé, et que j'aime encore, mais ce ne sont pas nécessairement des personnages qui ont une grande étendue, mais vous parlez dans la littérature. Oui, dans la littérature, oui. Oh, j'ai beaucoup aimé, mais je ne sais pas si on connaît encore ça, Harry Dickson. Moi, je le connais. Oui. J'ai beaucoup aimé. Oh, j'ai eu tellement d'amour dans ma vie que je ne pourrais pas les résumer. Quand vous voyagez, M. Verne, est-ce que vous achetez encore beaucoup de livres quand vous voyagez? Est-ce que vous avez le temps de lire beaucoup, vous qui quand même nous offrez quand même 3 livres par an, toujours? J'ai lu beaucoup, je lis encore beaucoup, mais je lis assez peu de romans. Ah oui? Oui, parce que je connais trop les trucs. Ah oui? Et alors, pour que je lise un roman et qu'un roman me plaise, il faut vraiment que ce soit vraiment un très très bon roman. Ça arrive quelquefois. Maintenant, paraît-il qu'on va prendre Bob Moran et on va peut-être faire des films avec ce personnage-là. Ça vous intéresse, ce genre de choses? Voulez-vous le voir sur le grand écran
Non seulement je veux le voir, mais j'espère le voir. Oui. Et on va faire des films, et on va faire également des dessins animés. Et je suis très curieux de voir ce qu'on va. Dans le film, vous voudrez que qui joue le rôle de Bob Moran? Qui serait la personne idéale selon vous? Ah, mon Dieu, on en a parlé de beaucoup. Je sais qu'il est très question de Van Damme. Ah, Jean-Claude Van Damme. Oui. Question de Jean-Claude Van Damme. Oui. Mais bon, nous verrons un peu comment tout cela tourne. Hein. Et bon, les bandes animées, évidemment, ça existe toujours. Il y a déjà des fan clubs qui existent également pour Bob Moran, des personnes qui aiment le même genre de choses. Ça vous dit quoi? De savoir qu'il y a des personnes qui s'appellent, qui collectionnent tout ce que vous êtes en train de faire, que vous avez fait au cours des 40 dernières années. Et ça veut dire que finalement, j'ai pas travaillé pour rien. Ah, c'est formidable. Que ça a quand même une certaine résonance. Il y a un fan club ici au Québec. Il y en a un à Bruxelles, il y en a un à Paris. Et je pense que... On va mettre le numéro de téléphone d'ailleurs ici pour des personnes qui sont intéressées. Ces gens qui ont fait ce fan club, c'est qu'ils ont trouvé un certain plaisir dans Bob Moran. Et j'en suis très heureux. Je n'ai pas travaillé pour rien, je n'ai pas écrit pour rien. Absolument pas. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous dites que vous êtes rendu paresseux parce que maintenant vous écrivez que 3 livres par année. Avant, c'était combien de livres avant? J'en ai écrit 6 par an jadis, mais je suis très paresseux. Alors c'était vraiment un exploit d'en écrire 6. Mais vous savez, les gens paresseux, c'est toujours eux qui travaillent le plus. Dites-moi, c'est quoi une journée dans votre vie, M. Verne? Vous vous levez de bonne heure? Ça dépend où je suis d'abord. Est-ce que vous faites beaucoup d'exercices? Parce que j'ai entendu dire que vous êtes un homme très actif, que vous aimez ce genre de choses. Je me lève comme tout le monde, je prends du café comme tout le monde, c'est indispensable. Oui, moi aussi. Alors, il faut que le Brésil vive encore et c'est certain. Je vous comprends. Même si le café n'est pas brésilien. Je me lève, je prends mon café, je vais à la salle de culture physique, je rentre, ma secrétaire travaille sur ce que j'ai fait la veille, et puis quelquefois je vais déjeuner en ville. L'après-midi je travaille parce qu'il faut bien que je travaille pour que ma secrétaire puisse travailler le lendemain. Absolument, autrement ça serait grave, ça, oui. Et puis je vais soit dîner avec une amie, ou je regarde la télévision. Et quand vous voyagez ici, comme par exemple au Québec, est-ce que vous avez eu le temps de voyager un petit peu, de visiter des restaurants, des places qui vous intéressent ou pas beaucoup? Parce que vous êtes en train de faire de la promotion, là, hein? Hélas. Oui. J'aime beaucoup le Québec, j'aime beaucoup Montréal, j'ai beaucoup de choses à y voir, des antiquaires, tout ça. Mais jusque maintenant, on ne m'a pas encore laissé le temps. Je ne crois pas qu'on me le laissera. Ben, on va voir si on peut vous arranger quand même une petite visite. Intervenez pour moi. Absolument. Un gros merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup pour ces merveilleux personnages que vous nous avez offerts au cours des dernières années. Merci beaucoup, M. Verne. Henri Verne, restez avec nous. Restez avec nous. Mesdames et messieurs, on vous revient après cette courte pause avec France d'amour en musique à ne pas manquer. Restez avec nous.